Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Écho à contre-courant où nous recevons aujourd'hui Danny Lang, membre des économistes atterrés et maître de conférence à l'Université Paris 13. Aujourd'hui, nous allons parler de la possibilité d'une nouvelle crise financière. 10 ans après la dernière crise, avec la faillite de Lehman Brothers, nous nous retrouvons dans une situation où la croissance reprend, mais où elle commence à ralentir et où les marchés financiers sont particulièrement fébriles, avec des épisodes de volatilité intense et parfois des épisodes de doute. Ce qui amène à poser une question que beaucoup de gens sur les marchés et dans les milieux économiques se posent actuellement. Est-ce que l'on est à la veille d'une nouvelle crise financière qui déstabiliserait l'économie réelle et qui entraînerait le monde et la France dans un nouvel épisode d'ajustement douloureux? Pour en discuter donc, Danny Lang, vous avez réfléchi justement à ce risque de crise financière qui pourrait menacer le monde. Est-ce que pour vous, il y a actuellement effectivement un risque d'une nouvelle rechute du secteur financier ? Oui, alors bonjour Romaric. Effectivement, j'ai regardé ce risque de crise financière avec Steve Keen. Donc Steve Keen, qui est un économiste australien qui s'est fait connaître pour avoir prédit la précédente, qui a écrit plusieurs ouvrages, et en particulier le dernier, c'est Peut-on éviter une nouvelle crise financière? Donc nous avons regardé deux indicateurs très simples, le rapport entre la dette privée et le PIB, et puis le taux de croissance du crédit par rapport au taux de croissance du PIB, c'est-à-dire le taux de croissance du crédit par rapport au taux de croissance du revenu. Effectivement, il nous semble qu'une nouvelle crise financière, si on continue comme ça, est inévitable. On n'a pas tiré les leçons de la précédente, on n'a pas mis en place les régulations financières qui permettraient d'éviter une nouvelle crise financière, et en particulier, on n'a pas séparé les banques de dépôt des banques d'investissement. Donc il y a aujourd'hui un certain nombre de pays qui présentent des risques majeurs, et donc on a écrit cette tribune ensemble pour prévenir. Cette fois, ils ne pourront pas dire qu'on n'avait pas prédit la crise, c'est dans les mois à venir. D'après nous, dans les 12 à 36 mois à venir, plutôt 12 que 36. Mais ça me paraît très clair, il y a un certain nombre de pays à risque où la dette privée atteint des niveaux insoutenables et où les banques prêtent trop par rapport à la création de richesses. Donc à un moment, les marchés vont se retourner et donc on aura un effondrement majeur. Donc pour vous, le problème principal du système financier aujourd'hui, c'est la dette privée et non pas, comme on l'entend souvent en France, la dette publique. Non, et d'ailleurs les problèmes de dette publique sont apparus en grande partie à la suite de la crise de 2008. Prenons un pays comme l'Irlande qui avait un ratio dette publique sur PIB de 20% avant la crise, il est passé à 100%. Pourquoi ? Parce que l'État irlandais a dû racheter toute la dette privée et en faire de la dette publique pour éviter l'effondrement du système bancaire. Donc le problème majeur pour nous, il est un problème de dette privée. Les institutions financières, et en particulier les banques, prêtent trop, et donc ça veut dire qu'elles ont prêté à des agents qui ne rembourseront jamais. Reprenons l'Irlande, par exemple. On a un taux de croissance du crédit de 20%, ce qui est absolument délirant. Ça veut dire que le crédit, d'une année sur l'autre, augmente de 20%, alors que la création de richesse n'augmente pas de 20%. Donc à un moment, ça va être insoutenable. Avant même que ce soit insoutenable et avant que les agents ne se retrouvent face à une situation d'insolvabilité, les marchés vont s'en rendre compte et à ce moment-là, on aura un retournement majeur et une crise. Cette fragilité, elle s'explique en grande partie par la politique des banques centrales qui ont combattu la précédente crise financière en émettant de la dette, d'une certaine façon, en émettant de la monnaie et en favorisant la création de dette privée. Personnellement, je ne jetterai pas la pierre aux banques centrales puisque dans la situation institutionnelle dans laquelle on est, elle n'avait pas beaucoup d'autres choix que de sauver les banques commerciales qui sont soi-disant universelles. La crise eût été moins violente si les autorités américaines n'avaient pas décidé de laisser Lehman Brothers faire faillite. Donc on ne peut pas jeter la pierre aux banques centrales. Par contre, on peut jeter la pierre au gouvernement et aux régulateurs de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient dans cette situation pour éviter que ça se reproduise. C'est-à-dire que les banques sont le cœur et le poumon du système capitaliste. Si on laisse les banques faire faillite, ça veut dire que derrière toute l'économie s'effondre, tout le système de paiement s'effondre. Donc les banques centrales ont fait ce qu'elles pouvaient à leur niveau. Moi, je ne leur jetterai pas la pierre, je jetterai plutôt la pierre aux régulateurs et aux politiques
qui n'ont pas séparé les banques de dépôt et les banques d'investissement. Parce que si on sépare les deux, quand les banques d'investissement vont faire des bêtises, eh bien à ce moment-là, on peut les laisser faire faillite. Ça n'entraîne pas toute l'économie réelle dans sa chute. Là, on n'a rien fait. On a eu une fameuse loi de séparation bancaire sous M. Hollande, qui, grâce à l'influence de messieurs Moscovici et M. Macron, est une vaste blague. On a eu 1% des activités des banques qui ont été séparées. On a en France 3 grandes banques systémiques, des banques qui peuvent entraîner tout le système derrière elles. Donc rien n'a été fait. Moi, je jetterais plutôt la pierre aux politiques, aux banques centrales. Parmi les régulations, il y a eu l'Union bancaire européenne qui a été présentée comme une garantie, notamment contre cette transmission de la dette privée vers la dette publique. Est-ce que pour vous, c'est une garantie qui est crédible aujourd'hui ? L'union bancaire, c'est un pas, mais elle est nettement insuffisante. Et puis ça veut dire aussi que finalement, ce sont les clients des banques qui vont payer leurs excès sur les marchés financiers. Donc je ne sais pas si c'est souhaitable. L'union bancaire, elle assure une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros. Donc tous ceux qui ont plus de 100 000 euros vont payer. Enfin, c'est les clients des banques qui vont payer la crise. Ça me paraît assez discutable sur le principe. Et puis, il me semble que le dispositif n'est pas suffisamment ambitieux par rapport aux régulations financières qu'il aurait fallu mettre en place. Vous avez donc regardé un peu les pays qui étaient les plus fragiles. Est-ce que dans ces pays, il y a des pays qui sont importants, il y a des pays qui sont, entre guillemets, systémiques et qui pourraient entraîner dans leur chute les grandes banques internationales, comme ça a été le cas en 2007-2008 ? Alors, il y a plusieurs pays dans cette liste, donc vous retrouverez l'article en ligne. Il y a entre autres la Chine, Hong Kong, le Danemark, la Suède. Donc il y a plusieurs petits pays, entre guillemets, mais on vit dans des économies qui sont tellement intégrées qu'un petit pays peut entraîner d'autres pays dans sa chute et que si l'un des pays s'effondre, les détenteurs de capitaux dans d'autres pays peuvent suivre le mouvement et donc se rendre compte que la dette n'est pas soutenable. Sur la confiance. Exactement. Exactement. Le plus gros pays dans cette liste est la Chine, mais il nous semble improbable que la prochaine crise parte de Chine parce que là-bas, l'économie est encore très administrée et parce que même si le crédit a atteint des niveaux délirants supérieurs à 200% du PIB, même si le taux de croissance du crédit est nettement trop élevé par rapport au taux de croissance économique, on a eu quand même un plan de relance absolument considérable. On a eu un soutien des autorités à l'économie considérable, un soutien aussi à l'investissement, au dépôt de brevets, etc. Donc il nous semble que ce n'étant pas une économie de marché, étant plus une économie planifiée, le gouvernement chinois est en mesure de réagir. Mais pour les autres pays de notre liste, et en particulier l'Irlande ou la Suède, il nous paraît que là, si l'un des pays venait à s'effondrer, les autres suivront. Et donc, d'autres pays qui sont moins risqués suivront aussi dans ce processus. Les capitaux se déplacent à la nanoseconde d'un pays à l'autre. Donc, si l'un des pays s'effondre, on peut avoir un effet de domino généralisé. Un des éléments nouveaux de la période actuelle, c'est le développement de ce qu'on appelle le shadow banking, la banque de l'ombre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le système financier officiel. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour vous, fragilise l'ensemble du système financier et pourrait être un élément de déclenchement d'une crise financière ? Alors, le shadow banking, c'est quelque chose qui atteint des proportions inégalées ces dernières années. Donc effectivement, ce sont des opérations de gré à gré, ce sont des opérations financières qui échappent au peu de régulation qu'on a. Donc effectivement, pour nous, ça ne peut que renforcer ce mouvement généralisé si une crise éclate. Alors on a le sentiment que finalement le capitalisme moderne est soumis à des cycles de plus en plus rapides d'ailleurs. Et de plus en plus violents. Et de plus en plus violents. Vous parliez d'endettement et de désendettement d'une certaine façon. Comment on peut en sortir finalement de ce cycle ? Est-ce que la régulation suffit ? Et comment on peut créer de la richesse en dehors de ces cycles d'endettement privé et de désendettement privé extrêmement violents ? Vous avez raison de signaler qu'on a des cycles de plus en plus violents. D'ailleurs, sous le précédent régime capitaliste de 1945 jusque dans les années 70, le régime de Bretton Woods, on n'avait pas de crise, on n'avait pas de cycle, parce qu'on avait une séparation bancaire stricte, parce qu'on avait un système monétaire international cohérent avec les talons de change or, donc des taux de change fixes, des mouvements de capitaux qui étaient extrêmement réguliers. Donc pour sortir de ça, il y a plusieurs solutions, mais la première chose à faire, c'est de ralentir ces mouvements de capitaux qui passent très vite d'un pays à l'autre, qui
peuvent vous ruiner une économie d'une minute à l'autre et qui déterminent essentiellement les taux de change aujourd'hui. Quand vous regardez le taux de change brésilien, par exemple, il est entièrement déterminé, uniquement déterminé par les mouvements de capitaux à court terme. Et ça pose des problèmes à l'Argentine, ça pose des problèmes à un certain nombre de pays. Donc il faut ralentir ces mouvements de capitaux, faire en sorte que plutôt que de placer son argent à la nanoseconde, les investisseurs se mettent à repenser en termes d'investissement, justement, de long terme. Donc ralentir ces mouvements de capitaux, il y a plusieurs solutions pour ça. Il y a les restrictions aux mouvements de capitaux, il y a la taxe Tobin, qui est quelque chose de parfaitement envisageable, même si la commission qui l'avait reprise à son compte est en train de nouveau l'enterrer. Donc il y a un certain nombre de solutions qui existent. Et puis ensuite, repenser en termes d'économie réelle. C'est là qu'on en vient à des solutions. Repenser une politique industrielle, par exemple. Pendant très longtemps, on a vécu sur ce mythe. On va vivre dans des économies dématérialisées où nous, on va produire de la connaissance et de l'intelligence et les autres vont produire les produits. Non, il faut en revenir à une stratégie industrielle, de montée en gamme. Donc, vous savez, je suis aussi membre du Manifeste pour l'industrie de Gabriel Collettis. Donc, revenir à une stratégie industrielle et puis définanciariser nos économies, faire en sorte que le placement redevienne de l'investissement et non pas de la spéculation de court terme. Très bien. Eh bien, Danny Lang, je vous remercie pour votre intervention et ces explications. Et nous nous retrouvons bientôt pour un autre rendez-vous de l'économie à contre-courant.